Bien, bonjour et bienvenue à cette séance de TD et de révision numéro 1 consacrée au module de géodynamique interne du semestre S2 de la filière SVT. Alors, le résultat principal de ce module est la mise en évidence d'une dynamique lithosphérique à la surface du globe régie par la théorie de la tectonique des plaques. Alors, cette théorie scientifique planétaire permet d'expliquer les grands événements géologiques qui affectent le globe terrestre, à savoir les séismes, le volcanisme et la naissance des chaînes de montagnes. Alors, ce modèle de la tectonique des plaques a été construit sur un modèle plus ancien. C'est le modèle de la dérive des continents qui a été abandonné faute d'argumentation scientifique suffisante au début du siècle dernier. Alors, en quoi consiste cette dynamique lithosphérique de la surface du globe? Alors, il faut d'abord noter que, d'après ces théories, la surface du globe est partagée en un certain nombre de plaques lithosphériques. Elles sont soit composées d'une partie continentale et d'une partie océanique, ou composées essentiellement ou à 100% d'une partie océanique. Alors, ces plaques lithosphériques sont en train de se déplacer, elles sont en train de se mouvoir les unes par rapport aux autres, soit en mouvement divergent lorsqu'ils sont séparés par une limite divergente, soit en mouvement convergent lorsqu'ils sont séparés par une limite convergente, soit en mouvement coulissant ou en mouvement transformant lorsqu'ils sont partagés ou séparés par une limite transformante. Alors, la question à laquelle il fallait répondre est la suivante. Si les masses continentales se déplacent à la surface du globe, quel est le devenir des océans? Alors, la réponse a été bien sûr trouvée depuis. Il y a une expansion océanique au niveau des dorsales et il y a destruction du plancher océanique au niveau des fosses ou ce qu'on appelle aussi les zones de subduction. Beaucoup d'arguments ont été utilisés pour affirmer ou pour donner de telles réponses. Alors, parmi ces arguments, nous avons ce que nous appelons les anomalies magnétiques du plancher océanique. Alors, avant de voir comment ces anomalies magnétiques vont prouver qu'il y a expansion océanique, nous avons besoin de retrouver trois définitions essentielles. Alors, ces définitions sont sous forme de rappel. Rappel numéro 1. Il faut d'abord savoir que la Terre a un champ magnétique. Alors, quelle est l'origine du champ magnétique terrestre? Alors, le noyau externe, constitué d'un alliage principalement de fer et de nickel, est en mouvement constant, comme le démontre cette illustration. Nous avons la rotation de la Terre et bien sûr, toutes les parties qui composent la partie interne du globe sont également en mouvement. Alors, ce mouvement constant est en relation avec la rotation de la Terre sur elle-même. Alors, on pense à l'heure actuelle que ces déplacements de métal liquide au sein du noyau externe seraient à l'origine du champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique terrestre a essentiellement trois paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle la déclinaison magnétique. Alors, la déclinaison magnétique montre, elle est liée à un décalage qui existe entre l'axe du nord géographique et l'axe du nord magnétique. Alors, ce décalage il change en fonction du temps et en fonction de l'espace. Alors, le nord géographique est quasiment constant, alors que le nord magnétique se déplace autour. Parfois, tantôt il est à droite, tantôt il est à gauche du nord géographique. Alors, le deuxième paramètre, c'est évidemment l'inclinaison magnétique. Alors, les boussoles, normalement, sont livrées dans un boîtier. Alors, si on arrive à sortir l'aiguille de cette boussole de son boîtier et qu'on l'accroche dans sa partie médiane à un fil vertical, on va voir que l'aiguille de cette boussole ne sera pas à l'horizontale, elle sera inclinée donc vers le bas. Et cette inclinaison, justement, correspond à un angle entre l'axe de la boussole inclinée et son équivalent à la surface. Donc, cette inclinaison varie elle aussi en fonction de l'espace. Elle est égale à 0 au niveau de l'équateur et elle est égale pratiquement à 90 degrés au niveau du pôle. Alors, le troisième paramètre, et c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est l'intensité du champ magnétique.
Alors, l'intensité du champ magnétique est mesurée au nanotesla. Elle est de 33 000 au niveau de l'équateur et il atteint 70 000 au niveau des pôles. Et nous avons bien sûr une évolution progressive de cette valeur depuis l'équateur jusqu'au pôle. Alors c'est une valeur qui varie en fonction du temps aussi et en fonction de l'espace. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout sa variation en fonction de la latitude. Alors le rappel numéro 2 concerne la dynamique d'une dorsale. Alors, pour étudier la dynamique d'une dorsale océanique, le meilleur endroit, c'est l'Islande. Alors, l'Islande correspond à cette île située dans l'Atlantique Nord. Elle correspond à une dorsale océanique émergée à la surface de l'océan. Alors, parmi les événements géologiques qui existent au niveau des dorsales, nous en avons un qui est très spectaculaire. Alors, sur la photo que vous avez là, vous avez dans le premier plan un cône volcanique, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Ces cônes volcaniques sont réunis ou sont associés par une fracture. Cette fracture, c'est ce qu'on appelle la faille de Laki. Elle est née en 1783 et c'est l'une des failles qui accompagne bien sûr le réseau de failles d'effondrement qui existe dans toutes les dorsales océaniques. Donc, parmi les événements qui ont lieu au niveau des dorsales océaniques, c'est ce volcanisme basaltique. Alors, ce volcanisme existe aussi dans la partie sous-marine des dorsales. Alors, la photo que nous avons là montre des fumeurs qui remontent donc vers la surface et qui témoignent donc d'une activité volcanique, d'une activité magmatique actuelle. Et la photo est prise à peu près à 2600 mètres de profondeur dans la dorsale Est-Pacifique. Le rappel numéro 3, et c'est le dernier, il correspond aux inversions du champ magnétique terrestre. Alors, un chercheur français du nom de Bruce a remarqué que lorsqu'on rapproche une boussole d'un basalte, au lieu d'indiquer le nord comme c'est le cas ici, cette boussole est orientée en direction du basalte. Donc ça veut dire que ce basalte-là exerce une attraction. Ce basalte a un champ magnétique, justement, qui permet de dévier l'aiguille de la boussole. Alors, pour comprendre justement comment un basalte peut fossiliser un champ magnétique, il faut jeter un coup d'œil à sa composition. Alors, le champ magnétique terrestre est enregistré au cours de la formation de certaines roches, notamment les roches volcaniques. Alors, celles-ci contiennent des composés ferromagnétiques, surtout des oxydes de fer, qui sont capables d'acquérir des propriétés magnétiques sous l'action du champ magnétique terrestre. Alors, lorsque ces composés passent sous une température précise qu'on appelle la température ou le point de Curie, pour le cas de la magnétite, ce point de Curie est de 585 degrés C. Lorsque ces composés passent sous une température précise, qu'on appelle le point de Curie, alors cette température est de 585 degrés Celsius pour la magnétite. Ces éléments vont acquérir justement une certaine aimantation qu'ils ne vont plus perdre. C'est ce qu'on appelle une aimantation thermo-rémanente. Alors, on a donc un liquide riche en éléments ferromagnétiques. Alors, tant que la température est au-dessus de la température de Curie, ces éléments sont éparpillés justement de le matériau. Alors, lorsque la température va baisser, c'est-à-dire on va être en dessous de cette température de Curie, en dessous de 585 degrés, comme c'est le cas de la magnétite, eh bien, les cristaux vont s'orienter selon le champ magnétique de l'époque du refroidissement. Alors, on peut faire la même chose lorsque nous avons un amas d'éléments ferromagnétiques. Cet amas, lorsqu'il est en face d'un aimant, eh bien, il s'oriente justement selon la direction exercée ou selon la force exercée par l'aimant en présence. Et il risque de garder cette aimantation lorsque l'élément d'aimantation n'est plus présent. Et c'est ça ce qu'on va appeler donc une aimantation thermo-rémanente. Alors, fort de toutes ces observations, Bruce a prolongé ses observations à l'ensemble de la pile des coulées volcaniques du Massif central et il a fait la découverte suivante. Alors, en passant au peigne fin l'orientation de tous les éléments ferromagnétiques,
Il a remarqué que dans la coulée superficielle, c'est-à-dire la coulée la plus récente, ces éléments ferromagnétiques sont orientés vers le nord magnétique actuel. Et il a appelé ça une polarité normale. Alors, en remontant dans le temps, c'est-à-dire en allant vers des coulées de plus en plus anciennes, il a remarqué que certaines coulées, les éléments ferromagnétiques, dans ces coulées-là, ces éléments ferromagnétiques ont une polarité inverse. Et en remontant jusqu'à la dernière coulée, il a mis en évidence une succession justement de coulées à polarité normale et des coulées à polarité inverse. Alors, un autre chercheur du nom de Matsuyama a associé justement cette colonne de coulées volcaniques à polarité normale et polarité inverse, il les a associées avec des datations absolues. Donc, en associant la colonne des polarités normales et inverses et les datations absolues, il a donc créé cette échelle-là, ce qu'on appelle l'échelle magnétostratigraphique, dans laquelle il y a 4 époques essentielles. La plus jeune, c'est l'époque à polarité normale, et il porte le nom du premier chercheur qui avait remarqué cette déviation justement de la boussole par ce basalte-là, et c'est une polarité normale du nom de Bruns. Alors, la deuxième polarité, c'est la polarité de Matsuyama, et il correspond à une époque caractérisée essentiellement par la dominance des polarités inverses. La troisième, c'est celle de Gauss, et la quatrième, c'est celle de Gilbert, des chercheurs qui ont également participé aux travaux. Alors, en 1967, et pour trancher définitivement entre la théorie de la mobilité des plaques lithosphériques et la théorie fixiste qui indiquait que les masses continentales ne se déplaçaient pas, la Fondation nationale américaine pour la science a équipé un bateau, c'est le Glomar Challenger. Il a été équipé pour mener des recherches scientifiques au milieu océanique. Alors, parmi les équipements, on voit là un derrick qui va servir au forage, justement, à des forages dans le plancher océanique. Ça va être des forages carottés. Il y a aussi un magnétomètre qui est bien sûr traîné très loin du bateau pour que le fer, justement, de la structure du bateau n'ait aucune influence sur le champ magnétique mesuré. Et malgré tous les océans parcourus, alors, malgré toutes les recherches qu'il a menées, les enregistrements obtenus ou les résultats obtenus sont pratiquement tous les mêmes. Alors, comment cela? Nous avons, au lieu d'avoir une valeur constante du champ magnétique terrestre, bien sûr en restant à latitude constante, eh bien, l'enregistrement obtenu grâce au magnétomètre embarqué donne des résultats qui sont complètement différents. Alors, ces résultats se présentent de la manière suivante. Nous avons tantôt des valeurs qui sont supérieures à la valeur théorique, nous avons des valeurs qui sont tantôt inférieures. Ça, c'est la première remarque. Ces variations, et c'est la remarque numéro 2, ces variations sont parfaitement symétriques par rapport à l'axe de la dorsale océanique. Alors, on a qualifié ces valeurs, justement, légèrement supérieures à la valeur théorique du champ magnétique terrestre, on les a qualifiées d'anomalies magnétiques positives. On a qualifié les autres, c'est-à-dire les enregistrements qui indiquent, enfin la partie de l'enregistrement qui indique une valeur inférieure à la valeur théorique attendue, on les a appelés des anomalies magnétiques négatives. Alors, en associant justement ce résultat avec les résultats de Matsuyama, c'est-à-dire l'échelle magnétostratigraphique, on arrive à remarquer aisément que les anomalies positives correspondent à l'époque de cette échelle, à l'époque de polarité normale. C'est-à-dire que les éléments ferromagnétiques qui existent ici sont orientés vers le nord magnétique actuel. Et on a remarqué que les valeurs légèrement inférieures qui constituent les anomalies magnétiques négatives correspondent aux époques à polarité négative. Donc voilà les résultats essentiels à
c'est d'abord un champ magnétique qui n'est pas constant, il est variable, il est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la valeur théorique euh, calculée. Et ces variations sont en relation avec le champ magnétique terrestre. Ça veut dire que les valeurs positives, c'est un champ magnétique à polarité positive, et les valeurs inférieures correspondent à un champ magnétique à polarité inverse. Alors, ce que nous avons trouvé ici au niveau de la dorsale du Sud-Pacifique, on le retrouve également au niveau de l'Atlantique Nord. Alors, pour expliquer ces variations justement de la valeur du champ magnétique, nous avons une étape T1 dans laquelle nous avons un vecteur du champ magnétique attendu. C'est ce qu'on peut appeler un champ magnétique normal à une latitude constante. Alors, lorsque on passe à une période 2, on assiste donc à des éléments ferromagnétiques qui sont orientés vers le sud géographique du globe. Donc, ils sont en polarité inverse par rapport au nord magnétique, et ils vont donc enregistrer un champ magnétique fossile en direction du sud. Alors, un champ magnétique en direction du sud, associé au champ magnétique actuel en direction du nord, on va donc être obligé de soustraire cette valeur au champ magnétique donc théorique. Ce qui fait donc qu'on va se retrouver avec un enregistrement légèrement inférieur, où le champ magnétique est légèrement inférieur à la valeur théorique, et c'est ça ce qu'on appelle donc l'anomalie négative. Étape numéro 3, nous avons donc une activité magmatique qui va entraîner la naissance des basaltes au niveau de la dorsale, et les éléments ferromagnétiques vont s'orienter là en direction du nord magnétique du globe terrestre, et ça va être donc un champ magnétique fossile enregistré par ces éléments ferromagnétiques. Alors, le champ fossile enregistré par les éléments ferromagnétiques, comme il est dans la même direction que le champ magnétique actuel, il va s'additionner et on va se retrouver avec une valeur du champ magnétique légèrement supérieure à la valeur théorique, et c'est cette partie-là qui donne cet aspect de valeur légèrement supérieure et qu'on appelle l'anomalie magnétique positive. Alors, résumons l'ensemble de ces observations. Nous avons donc un bateau qui est allé faire des relevés sur plusieurs océans, et là, on s'intéresse au cas de l'Atlantique Nord. Alors, en procédant à l'enregistrement justement de la valeur du champ magnétique terrestre, et en restant à latitude constante, il a obtenu un résultat où nous avons des valeurs tantôt positives, tantôt négatives. Alors, ces zones à polarité normale et à polarité inverse sont placées sur une carte, et on obtient donc, par rapport à l'axe de la dorsale, on obtient des valeurs ou des anomalies qui sont soit positives, c'est ce qui est coloré en noir, soit négatives, c'est ce qui est coloré en blanc. Ça donne un aspect qui ressemble un peu à la peau d'un zèbre. Alors, comment on obtient justement cet aspect-là? Alors, ce qui se passe, et comme on l'a rappelé tout à l'heure, au niveau des dorsales océaniques, nous avons une activité magmatique essentiellement basique. Nous avons des basaltes qui vont s'épancher en surface, et ces basaltes, bien sûr, sont riches en éléments ferromagnétiques qui vont enregistrer le champ magnétique lorsque leur température va être en dessous du point de Curie de chaque élément. Alors, première activité magmatique, un champ magnétique normal, des éléments ferromagnétiques en direction ou en polarité normale. Arrivée d'une deuxième injection de matériaux magmatiques, mais en période inverse. Là, les éléments ferromagnétiques seront orientés dans le sens opposé au premier. Et cette activité peut se succéder dans le temps. Cette activité peut se succéder dans le temps, et on se retrouve donc sur le plancher océanique avec des zones à polarité normale, des zones à polarité inverse. Et l'enregistrement obtenu justement par ce bateau-là, il est là. Donc, la partie positive, c'est la partie à polarité normale. La partie à valeur négative, c'est la zone à polarité justement inverse.
Alors, et là, on retrouve donc la théorie, enfin la théorie du tapis roulant avancée par S pour expliquer justement l'expansion des océans. Pour S, il y a un courant chaud, un courant ascendant qui remonte à la verticale des dorsales. Il y a une certaine quantité justement de ce matériau qui va arriver en surface pour créer le plancher océanique et la grande majorité est recyclée au niveau de la sténosphère en déplacement, justement en s'éloignant de l'axe de la dorsale. Alors en se déplaçant, il entraîne dans son sillage la lithosphère océanique qui, arrivée à un certain âge où il sera trop dense, elle va plonger en profondeur et il va donc disparaître pour être recyclé dans les matériaux en fusion de la sténosphère et qui va donc remonter encore au niveau de la dorsale océanique et ce circuit va continuer. C'est ce qu'on appelle les courants de convection. Alors, remarquez que c'est à cause de ça qu'on ne retrouve pas des fonds océaniques antémésozoïques dans les océans actuels. Lorsque la lithosphère océanique atteint un certain âge, il est trop vieux, il est trop dense et il disparaît donc en profondeur dans les zones de subduction, que ce soit une subduction océan-océan ou une subduction océan continu. Alors, le renouvellement des océans donc, se fait à l'image d'un tapis roulant, comme ça a été avancé par S au début des années 60. Alors, ça fait un moment qu'on parle d'expansion océanique, il est temps de donner un chiffre, c'est-à-dire cette expansion océanique est de combien? Quelle est la quantité de plancher océanique qui est créée au niveau des dorsales? Alors, ça devient pratiquement très simple, puisque grâce aux données récoltées par les bateaux océanographiques, nous avons donc un enregistrement justement du champ magnétique avec ses caractéristiques, symétrie par rapport à l'axe de la dorsale, des valeurs positives et des valeurs négatives qui correspondent aux anomalies de même nom. Et nous avons les distances par rapport à l'axe de la dorsale, c'est les distances donc parcourues par le plancher océanique, et nous avons les âges absolus, puisque les datations absolues peuvent être faites aisément sur du matériau magmatique. Alors, puisque nous avons les distances, nous avons le temps, la vitesse, on peut la calculer sans problème. Alors, si on prend le cas de l'anomalie de Gilbert, c'est-à-dire un point sur le plancher océanique qui se situe à 4 millions d'années d'âge, il va être à peu près à 180 km. Alors, ça nous fait 180 km qui ont été parcourus depuis l'axe de la dorsale en combien de temps? En 4 millions d'années. Ça nous fait donc 180 km pour 4 millions d'années. On peut remettre les choses à l'échelle de l'homme, c'est-à-dire une distance à peu près en centimètres et un temps en années. Ça nous fait donc 190 puissance 5 cm sur 4 10 puissance 6 années. Ça nous fait donc une vitesse de 4,5 cm par an pour cette partie-là du plancher océanique. Alors, comme il y a une symétrie, ça veut dire qu'il y a la même chose de l'autre côté, donc c'est une vitesse qui, au fait, il faut la multiplier par 2. Et dans ce cas-là, la vitesse d'expansion océanique est de 9 cm par an dans la dorsale de l'Est Pacifique. Histoire de vérifier, on peut faire la même chose ici, à une distance de 400 km. Alors, la distance de 400 km a été parcourue pratiquement aux 9 millions d'années. Pour être plus précis, c'est 8 millions d'années, 9. Alors, la distance, elle est là, 400 km, c'est 410 puissance 5 cm. Et là, on remet donc le temps en années. Ça nous fait donc 8,9 10 puissance 6 années. Et comme nous avons deux parties sur cette dorsale-là, il faut donc multiplier ce résultat obtenu de ce côté-là par 2. Et ça nous fait donc une vitesse d'expansion de 8,98 cm par an. C'est pratiquement le même ordre de grandeur. Donc la vitesse de l'expansion océanique au niveau de la dorsale Est-Pacifique est de l'ordre de 9 cm par an. Alors on va voir un autre cas, c'est l'Atlantique Sud. Alors pour faire simple, j'ai simplement gardé les mesures justement du champ magnétique terrestre. Nous avons l'échelle magnétostratigraphique, nous avons les âges et nous avons la distance. Alors du moment qu'il y a une distance et qu'il y a un facteur ou
un nage, facteur temps. Ça nous fait donc une distance de l'ordre de 170 km parcourus en 10 millions d'années. Alors, c'est 170 10 puissance 5 sur 10 puissance 7, ça nous fait donc 1,7 cm par an, fois 2, parce que là, on est sur une dorsale océanique et il y a une autre partie, justement, du côté est. On se retrouve donc avec une vitesse de l'ordre de 3,4 cm par an. Alors, en conclusion, nous avons donc des mesures. Nous avons chiffré donc cette quantité d'expansion océanique au niveau de la dorsale Est-Pacifique. On l'a chiffré également au niveau de la dorsale de l'Atlantique Sud. Nous avons trouvé des valeurs qui ne se ressemblent pas, ils sont très différentes, mais c'est des résultats qui sont corrects, c'est des résultats qui sont justes. Ça veut dire simplement qu'il y a deux types de dorsales. Il y a une dorsale qui est rapide, c'est le cas de la dorsale Est-Pacifique, et il y a une dorsale qui est lente, c'est le cas de la dorsale de l'Atlantique Sud. Alors, merci de votre attention et rendez-vous donc à la prochaine séance.